La labor educativa es muy importante para cualquier país. En la Ciudad de México contamos con una gran oferta educativa, pública y privada. En nuestra ciudad se fundaron dos de las universidades más antiguas de todo el continente americano. Es la Universidad Nacional Autónoma de México, conocida como la máxima casa de estudios, y el Instituto Politécnico Nacional, mejor conocida como el POLI. Ambas, la universidad en materia humanista y el Instituto Politécnico Nacional en materia técnica. Asimismo, se forma el CINVESTAP como centro de investigación en ciencia, tecnología y estudios avanzados para formar a profesionales de posgrado en materia de investigación tecnológica y científica, para forjar a los hombres del mañana. Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2007 por la En UNESCO. 2007, l'UNESCO a déclaré que la cité universitaire était patrimoine mondial de l'humanité en raison de son architecture qui s'exprime dans différentes constructions comme le stade olympique, le rectorat, la bibliothèque centrale et les facultés d'odontologie, de médecine et de philosophie et lettres. Dans cette université, il y a aussi des fresques ou des décorations murales faites avec des pierres, et c'est le cas de la bibliothèque centrale qui a été réalisée par Juan O'Gorman, l'un des grands muralistes. Ces fresques font référence à la grande richesse historique de notre pays. Près de nous, nous avons aussi le rectorat qui est décoré par des fresques de Siqueiros. Et quand on traverse l'avenue Insurgentes, qui est l'un des artères les plus importants de la ville, on peut trouver le stade olympique universitaire. Ce stade conserve sur sa façade principale une fresque murale réalisée par Diego Rivera. ¿Qué les pareció este bello video? Qu'en pensez-vous de cette belle vidéo colorée, de belles rues, pleines de traditions? Parler de Mexico, hier je le disais, on n'en finirait jamais si on voulait citer les différentes rues, les histoires qu'elle cache. Et depuis le musée José Luis Corral, nous sommes très honorés d'être ici à présenter devant autant de personnes importantes qui ont déjà visité ce musée. Nous sommes très fiers de faire connaître un peu de ce que notre grand pays contient, et surtout cette ville de Mexico, une ville multiculturelle avec de multiples facettes, avec beaucoup de défis et une perspective de croissance importante. Et les défis qu'on discute aujourd'hui dans l'économie sociale, et il va falloir les suivre pour voir ce que font les villes ailleurs dans le monde face aux différents scénarios qui n'étaient pas prévus il y a 10 ans. Et aujourd'hui, il nous faut les suivre pour faire des changements pour la transformation. Oui, avant de commencer, nous allons saluer tous les gens qui nous regardent depuis le monde entier. Merci de nous accompagner. Nous savons que parfois il est tard le soir, et pour nous, depuis Mexico, c'est un véritable plaisir de vous saluer, d'inviter les gens à suivre les transmissions à travers www.gisep.21.org pour que vous puissiez suivre ce qui s'est fait cette semaine. Pour les gens qui se connectent depuis le réseau, voyez ce qui va suivre. Aujourd'hui, certains ateliers ont déjà commencé. Nous avons participé à 2 séances avec International Research Network en Europe, où nous avons eu la participation du directeur général de l'ENAS. Oui, à vrai dire, ce modèle hybride est choisi pour le Forum d'économie sociale. C'est très intéressant parce que ça permet à beaucoup de gens de participer, et avant, ce n'était pas possible de le faire en présentiel. Je pense que c'est très intéressant de récupérer cet effort fait par de nombreuses institutions, les sponsors, l'équipe organisatrice, pour vous faire parvenir à travers la technologie toutes ces grandes discussions sur des thèmes majeurs de l'économie sociale.
Si tu es d'accord, Paola, nous allons passer au thème d'aujourd'hui, la plénière numéro 2, qui concerne l'éducation, l'apprentissage et la recherche pour l'économie sociale solidaire. Nous sommes accompagnés depuis l'Argentine, le modérateur de ce panel, Jorge Ricardo Bragulat. Il est rattaché à l'Université nationale 3 février, directeur du Centre de recherche en économie sociale de l'Université nationale 3 février en Argentine. Il dirige le master virtuel sur l'économie sociale communautaire et solidaire et président du Centre de recherche et d'initiative de l'économie sociale de l'Université de Buenos Aires en Argentine. Nous sommes également accompagnés depuis le Canada avec par Nancy Newman, représentante de Social Economic Worldside. Nous commençons donc la première plénière pour notre deuxième journée d'activité. Buenos días, buenas tardes. Bien. Bonjour, bonsoir, bonne nuit parfois, si ça correspond. C'est pour moi un motif de fierté de pouvoir participer et coordonner ce panel qui concerne l'éducation, l'introduction sur l'Université nationale autonome du Mexique est un défi important pour les communications que nous allons faire. Je suis certain que ceux qui vont les développer sont à la hauteur des circonstances en fonction de vos antécédents et de votre CV. Et nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui veulent participer à travers la chaîne Facebook ou à travers cet écran. Il y a une traduction simultanée en 3 langues. Donc, nous sommes contents de penser que nous pouvons nous adresser à de nombreuses personnes avec ce souci de diffuser et de créer la conscience du thème qui nous occupe en lien avec l'éducation. De Paulo Freire, Pour parler dans les mots de Paulo Freire, il faut dire que l'éducation ne change pas le monde, mais change les personnes qui changent le monde. Voy a recordar la pregunta rectora a efectos. Je voudrais rappeler ici la question majeure principale pour que tous les participants et les intervenants puissent l'avoir en tête et qu'on puisse commencer la discussion. Cette question principale est: de quelle manière les différents secteurs et acteurs de l'économie sociale et solidaire peuvent-ils co-créer depuis le domaine local les solutions aux défis globaux? En ayant en tête cette question, je vais inviter l'introduction d'une vidéo qui va être visionnée maintenant. No hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión. Il n'y a pas de mot véritable qui ne soit pas l'union entre l'action et la réflexion. L'éducation exerce un impact sur les conditions de vie des personnes et donc une meilleure société. La transformation économique et sociale doit être accompagnée d'une éducation de libération qui donne des connaissances et des compétences pour le bien-être. Innover dans la pratique éducative pour construire des agents de changement avec une conscience critique et participative pour une société différente, plus juste, collaborative et inclusive. Depuis l'économie sociale et solidaire, on encourage un dialogue de savoir avec de différents acteurs qui ont des pratiques, des expériences et des enseignements qui offrent une alternative au modèle actuel de développement. Cela veut dire que depuis l'éducation dans et pour la solidarité, on peut adopter une posture inclusive pour élargir les droits. Nous vous souhaitons la bienvenue à la plénière numéro 2, Éducation, apprentissage et recherche pour l'économie sociale et solidaire. Muy bien. A efectos de ir de lleno al centro de la cuestión. Pour passer au cœur de la question, je vais désormais vous présenter dans l'ordre les intervenants. Je vais les présenter brièvement leur trajectoire. Tengo noticias de que Mónica Gil précise que Monica Gil a des problèmes de connexion. Nous espérons qu'elle pourra les résoudre, mais en attendant, nous allons suivre l'ordre que je vais citer à présent. Pour commencer, nous céderons la parole à José Luis Coraggio. José Luis est argentin, économiste. Il dirige le master en économie sociale
à l'Université nationale du Général Sarmiento. Il en a été aussi le président pendant 4 ans. Il est professeur émérite de cette université, docteur honoris causa par l'Université de Misiones, professeur honoraire de l'Université nationale de l'Équateur et actuellement, il est membre du conseil d'experts honoraires de l'INAES, et comme l'INAES mexicain, mais en Argentine. Ensuite, nous céderons la parole à Patchen Lao. Patchen Lao est actuellement chef de personnel et chef de plateforme. Elle dirige les plateformes de l'action ABPN pour les investisseurs sociaux dans toute l'Asie. Elle a travaillé précédemment comme conseiller de politique de plateforme pour les décideurs de politique asiatiques pour les écosystèmes de financement d'impact social plus solides et collaboratifs. Patchen est leader avec plus de 25 ans d'expérience dans différents domaines géographiques et industriels. Elle a également été vice-présidente senior et directrice de la Fondation BB East et de la banque CRR. Patchen a été également directrice de philanthropie à Singapour, qui promeut et engage les philanthropes dans différents secteurs. En tercer lugar, va a hacer uso de la palabra Nancy Midman. Nous céderons la parole à Nancy Midman, qui a fondé la première corporation de développement économique de communautés urbaines au Canada en 1984. Elle a contribué à la construction de réseaux au Québec, au Canada et dans des domaines internationaux. Depuis 1996 et jusqu'en 2015, elle a dirigé Chandler Economic Social. Elle est membre actuellement de l'Ordre du Canada et elle a reçu différents doctorats honoris causa par l'Université Concorde et l'Université du Québec. En cuarto lugar, va a hacer uso de la palabra. Nous céderons la parole à Karen McGeer. Karen est chef de l'Université d'innovation régionale de la division de politique de développement régional à l'OECD. Son travail est axé sur les clusters d'innovation. Avant de faire partie de l'OCDE, elle a travaillé en tant que consultante internationale pour le développement économique, les banques d'investissement, analyste de recherche, et elle a aussi un diplôme en tant qu'économiste et sociologue par l'Université de Chicago et en politique publique par l'école, le gouvernement Kennedy de l'Université de Harvard. Lamentablement, je n'ai pas encore présenté Monica Gill parce qu'elle n'est pas présente. Je vais donc céder la parole à José Luis. Voilà, s'il te plaît, José Luis. Está silenciado, José Luis, con el pas d'allumer ton micro. Hola a todas y todos. En primer lugar, bonjour à tous et à toutes. Quiero agradecer a los Je voudrais remercier les organisateurs de ce forum de m'avoir permis d'y participer et surtout de m'avoir permis d'être ici au Mexique, mon cher Mexique, même si c'est virtuellement. Je salue les différents membres du panel et bien entendu notre modérateur, Jorge. Je voudrais commencer par préciser ce que j'entends par économie sociale solidaire. L'économie en général, c'est le système que construit une société pour organiser les processus de production, distribution, redistribution, circulation et consommation afin de fournir des produits considérés par ces sociétés comme utiles pour résoudre des besoins ou la demande de ses membres. Nous pouvons souligner 2 projets de cette construction qui sont actuellement en conflit. Le projet de l'économie sociale et solidaire, qui propose une économie intégrée par la société, une société démocratique avec une diversité culturelle et sans pauvreté. Une économie orientée à produire des conditions matérielles nécessaires pour la reproduction d'une vie digne pour tous et toutes en équilibre avec la nature. La motivation des personnes et l'objectif de ce système n'est pas l'accumulation sans limite, mais la vie.
Ici, le marché est un mécanisme important, mais réinventé et régulé par la société. Pour cela, l'économie doit être guidée par des relations de réciprocité, de coopération, de complémentarité, avec une compétence subordonnée à la solidarité et à l'émulation. Par ailleurs, le projet du néolibéralisme aujourd'hui hégémonique veut construire une économie de marché autorégulée par des pouvoirs hégémoniques inégaux et séparés des citoyens, des cultures et de la politique. Dans ce marché, les entreprises et les personnes doivent être calculatrices et agir sans considération morale en cherchant toujours le plus fort gain. D'un point de vue individuel, certains gagnent, d'autres perdent, et parfois de manière cruelle. On prétend que ce marché organise la société, les classes, la distribution de la richesse, et que toutes les activités humaines sont marchandes, y compris l'éducation, l'art, la politique même. Il n'y a pas lieu dans ce projet pour un État qui garantit le bien-être ou le bien commun, ou l'association de travailleurs autonomes et autogérés, pas plus que la survivance de communautés qu'ils considèrent arriérées. L'histoire nous montre que chaque fois que le projet néolibéral a avancé dans nos pays, en servant les grandes corporations, on a approfondi la concentration des richesses, on a pu augmenter la pauvreté et ainsi que le déséquilibre de la nature, des choses qui sont aujourd'hui évidentes et dont les effets semblent irréversibles. L'économie est une construction politique, même dans le capitalisme, et cela peut être observé dans notre région quand on voit la tendance au développement et à la présence de l'État qui a industrialisé nos économies dans les années 1940-1960, puis est venu le néolibéralisme qui a libéré le marché, qui a appauvri à partir des années 70, qui s'est imposé d'abord avec des dictatures et ensuite avec des gouvernements élus de façon démocratique. Après 40 ans de néolibéralisme, leur doctrine est devenue hégémonique. Ça veut dire avec plus ou moins de force, elle est introjetée dans la plupart des citoyens. Au nom du progressisme, les actuels problèmes d'insertion sociale tentent d'intégrer les exclus comme les entrepreneurs individuels dans le même marché qui les a exclus. Pourquoi je vous dis tout cela? Parce qu'avant de nous demander comment éduquer, il faut qu'on comprenne comment est constituée la réalité. L'enseignement de l'économie sociale et solidaire n'est pas neutre. Il fait partie d'une lutte contre l'hégémonie parce que pour la plupart, les élèves viennent avec des notions acquises depuis l'idéologie dominante. Éduquer, c'est donc déconstruire la vision néolibérale du monde, de l'éthique, du rationnel, du possible et de l'impossible qui imprègne nos imaginaires. Le système éducatif peut créer les bases pour cette subjectivité. Ces bases peuvent être transmises sans même avoir à parler d'économie. Quand on forme des citoyens individualistes qui entrent en concurrence, quand on essaie d'être le meilleur étudiant sans se sentir responsable des besoins et des faiblesses de ses camarades, quand les programmes et l'évaluation de l'apprentissage sont basés sur un système méritocratique dont la logique n'est pas directement compréhensible, au lieu d'encourager une évaluation horizontale et responsable entre professeurs et étudiants. Quand on enseigne que le système éducatif ne peut pas être remis en question, que chacun est responsable des résultats qu'il obtient, et quand on accepte que le système peut punir cruellement quand il fait perdre une année et fait sortir du système des camarades et sans solidarité pour ceux qui restent en arrière. Toutes ces valeurs, tous ces critères correspondent à un marché qui fonctionne selon le projet néolibéral. Bien entendu, il y a eu des critiques à ce système, telles celles de Paulo Freire, qui a proposé une éducation de libération, mais le système éducatif formel n'a pas pu pénétrer parce qu'il n'a pas été pénétré parce qu'il n'a pas été ouvert à cela. Enseigner l'économie sociale et solidaire, c'est un chemin, c'est une voie à suivre, non seulement pour une autre construction économique, mais pour un autre regard sur la société, sur les causes de l'iniquité, l'injustice, l'irrationalité de ce qui a été rationalisé, et pour développer une pensée critique. Quand les étudiants verront que l'économie réelle a à voir avec les histoires de vie, avec les situations de leur foyer, de leurs voisins, ils
ils ne poseront plus la nouvelle question. Pourquoi est-ce que je devrais étudier ça? Parce qu'il ne suffit pas de changer les contenus de l'enseignement de l'économie, mais aussi les pédagogies et les valeurs que celle-ci transmet. L'école, l'université doivent être en contact avec les communautés locales et les inviter à participer à ce processus d'enseignement-apprentissage en diagnostiquant et en proposant des réponses aux problèmes économiques quotidiens et comme une spirale ascendante de leur région, du pays et du monde. Les étudiants et les enseignants doivent apprendre à faire de la recherche dans leur communauté. Le système éducatif doit être transformé pour que les enseignants, les enseignantes aient un espace de liberté pour enseigner et apprendre qu'une autre économie est possible et qu'il y a des alternatives au néolibéralisme. Merci beaucoup. Muchas gracias, José Luis. Merci, José Luis, de ces paroles et d'avoir fait une synthèse des concepts les plus importants. Maintenant, je vais céder la parole à Patchen Lowe. Nous t'écoutons, Patchen. Thank you very much, and a very good day to everyone. I'm so happy to be here. Bonjour, merci. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui et de pouvoir vous écouter. Pour vous donner un arrière-plan, je viens d'une organisation qui s'appelle AVPN, que nous représentons l'un des principaux bailleurs de fonds pour des compagnies qui ont un impact sur les ressources et pour les investisseurs. À propos du rôle que peuvent jouer ces capital humain et intellectuel très important pour la promotion de l'économie sociale et solidaire, parce que nous pensons que ce type d'économie ne peut exister que grâce à la passion des organisations de la société civile. C'est plus qu'il nous faut et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. En particulier parler de l'objectif d'une éducation plus coopérative avec une vision en économie sociale et solidaire, autant dans un environnement formel et informel selon notre expérience en Asie. Je vais commencer par vous parler de cette idée du cycle de vie des êtres humains. En Asie, nous voyons qu'il y a des opportunités pour que les ressources soient mieux investies en éducation tout au long de la vie pour tous les habitants de la région, en commençant par l'enfance, très jeune enfance. Il est clair que les programmes éducatifs dans la région qui commencent dans la première année de l'éducation formelle ne sont pas suffisants. On se rend compte de plus en plus de l'importance de l'éducation préscolaire, qui est une partie critique du développement d'un jeune. Nous avons donc constaté qu'une éducation holistique centrée sur la communauté peut avoir des implications positives sur le potentiel d'une nation et aussi sur le développement économique. Nous voyons qu'il faut davantage de recherche dans ce domaine, même s'il y a beaucoup de recherches déjà réalisées qui partagent des données intéressantes sur les programmes éducatifs. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il existe de nombreux exemples par lesquels les organisations corporationnelles et philanthropiques sont en train de travailler ensemble pour proposer des solutions holistiques pour l'éducation précoce. On voit que beaucoup de membres d'investissements sociaux travaillent en Inde à ce sujet, par exemple. Il est clair qu'il faut davantage d'investissements technologiques pour donner aux populations accès aux ressources éducatives pour les jeunes enfants dans l'environnement après la pandémie. Nous aurons besoin d'avoir un plus fort taux d'alphabétisation avant l'éducation formelle. Mais en plus de l'alphabétisation et de l'apprentissage académique, je voudrais parler de l'importance la question vocationnelle, l'acquisition de compétences, c'est quelque chose d'aussi important que l'éducation formelle pour le futur d'Asie. L'éducation socio-émotionnelle en particulier est devenue une préoccupation importante, même si de nombreux pays en Asie ont vu qu'il y a eu une amélioration
dans le rendement économique, dans le système formel éducatif, nous reconnaissons qu'il y a aussi un risque de plus en plus grand de problèmes de santé mentale parmi nos jeunes. C'est une préoccupation pour nous parce que le Covid a augmenté ce problème. Les gens sont restés à la maison, les étudiants ont dû travailler depuis la maison et ils ont perdu l'interaction sociale comme un résultat de tout cela. Les familles souffrent beaucoup de stress et cela a conduit à un plus fort taux de défis de santé mentale. En plus de tout ce qu'on ne voit pas, dans certains cas, on a vu des problèmes très concrets qui se sont développés et cela nous inquiète, mais cela nous donne aussi l'opportunité pour faire agir l'économie sociale et solidaire. On a vu apparaître des expériences au Singapour et ailleurs en Asie où l'importance de la santé mentale est analysée et il y a davantage de financement pour la recherche et pour des expériences pouvant avoir un impact positif. Et surtout maintenant que le jour de la santé mentale approche, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Je voudrais souligner l'importance de la santé mentale et l'apprentissage de compétences. Au-delà de l'apprentissage académique et surtout dans le monde après la pandémie, il est très important de reconnaître l'opportunité de donner le pouvoir à nos jeunes, d'exercer leurs capacités, leurs compétences pour avoir l'accès à des opportunités pour vivre de façon plus résiliente. Cependant, de nombreux exercices, beaucoup d'instituts n'ont pas de programme holistique, pas de manière intégrale de travailler dans le secteur privé pour qu'il y ait plus d'opportunités d'apprentissage, des stages, pour quelque chose de plus pratique pour aboutir à une bonne transition entre l'école et le monde professionnel. C'est quelque chose qui est devenu de plus en plus important dans le monde. En Asie, nous avons pu voir que même au niveau national, au niveau des politiques publiques comme en Inde, avec la mission du développement de compétences ou des programmes municipaux en Inde, on voit la création d'écosystèmes locaux où les gouvernements locaux soutiennent aux côtés des entreprises locales et d'organisations telles que des fondations philanthropiques et d'autres ONG travaillent ensemble pour soutenir les jeunes des zones urbaines, pour leur apprendre, leur donner des compétences et donc leur ouvrir un chemin à des opportunités de travail dignes après l'école. Je m'arrête ici, mais j'espère que cela peut vous donner une idée de ce que nous faisons en Asie en ce moment. Thank you very much. Muchas gracias, Patian, por tus palabras. Y a continuación, merci beaucoup, Patian. A Nancy Je Niedman. vais inviter Nancy Niedman à prendre la parole. Bonjour, il me fait très grand plaisir de participer à ce panel de G7 et je voudrais souligner qu'on parle de l'importance de la recherche et des chercheurs, que quand j'ai commencé au tout début du mouvement d'économie sociale, je me suis trouvée à Porto Alegre sur un panel avec le professeur Coraggio et avec le professeur Paul Singer du Brésil. Et c'était vraiment le début de l'essor de l'économie sociale et solidaire. Nous avons beaucoup appris. Alors, ça montre déjà l'importance pour que les acteurs de l'économie sociale, dont j'en suis une, de s'associer avec les acteurs de la recherche pour construire ce monde dont nous rêvons tous. Juste peut-être pour expliquer le contexte, je viens du Québec où on a un mouvement très fort en économie sociale qui est bien enraciné partout sur le territoire, qui est représenté par une organisation parapluie que j'ai dirigée pendant 20 ans, qui met ensemble les entreprises, les acteurs des mouvements sociaux, des territoires. Il y a toujours eu une représentante de la recherche dans cette concertation pour promouvoir et développer l'économie sociale au Québec. Et ce qui est aussi la très bonne nouvelle, c'est qu'on voit aujourd'hui, après 30 ans de mouvement, comment la jeunesse a vraiment pris le leadership de ce mouvement-là et nous amène en avant. Et ça, c'est en grande partie le résultat du fait que nous avons beaucoup investi tout le long dans les alliances et dans les collaborations avec les institutions d'enseignement, avec des chercheurs, avec des professeurs et avec des jeunes, des étudiants particulièrement. Alors, je pensais dans les quelques minutes que j'ai de donner quelques exemples de ces pratiques-là qui ont été si importantes pour le développement de cette
ce mouvement d'économie sociale et solidaire, évidemment, il y a eu des liens avec des professeurs individuels, mais on a vite vu que l'enjeu n'est pas juste, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur les individus, il fallait trouver des liens institutionnels. Alors, on a eu l'occasion dès 2001 et pendant 10 ans d'avoir un soutien à ce qu'on appelait notre Alliance Recherche-Université-Collectivité, qui a permis de créer des liens avec des chercheurs dans beaucoup d'institutions d'enseignement supérieur et de faire en sorte que les recherches qui étaient réalisées par ces chercheurs-là étaient issues des besoins et des demandes identifiés par les acteurs de l'économie sociale et d'assurer leur diffusion. Donc, déjà, on avait une possibilité de voir beaucoup de développement de nouvelles connaissances et parce que c'était des chercheurs, ces connaissances-là allaient directement dans les curriculums et fait en sorte que les étudiants sortaient avec une connaissance et avoir pris les acquis du mouvement pour pouvoir aller beaucoup plus loin que ceux et celles qui étaient là au début. Ça nous a permis évidemment d'avoir beaucoup de liens avec les milieux internationaux et d'apprendre aussi et s'inspirer ailleurs sur la planète. Nous avons vu aussi l'impact de ce travail avec des chercheurs et toutes les recherches qui ont été produites dans le développement des politiques publiques, parce que vous savez tous et toutes, quand nous, les acteurs, on réclame plus de solidarité dans nos politiques économiques et plus d'appui, ça a une certaine résonance, mais quand les chercheurs s'appuient sur les données et qui peuvent présenter les éléments, c'est extrêmement riche et ça nous a permis beaucoup d'avancer. Mais nous n'avons pas limité notre travail uniquement avec des chercheurs autour du développement des connaissances. Nous avons aussi eu plusieurs expériences très structurantes pour impliquer des jeunes dans les actions de construction d'économie sociale et solidaire, d'initiatives à partir de leur réalité à l'école. Par exemple, on a eu pendant bien des années un réseau de ce qu'on appelait des coopératives jeunesse-service. L'été, les jeunes étaient encadrés pour créer des coopératives et apprendre tout le travail pour qu'est-ce que ça implique de créer une coopérative, de travailler ensemble, etc. On a eu une expérience qui était extrêmement riche de pouvoir donner des petites bourses à des étudiants dans les universités et les collèges pour pouvoir promouvoir l'économie sociale et solidaire dans leur propre contexte, selon la réalité de leur institution. Et ça aussi, ça a permis de, si vous voulez, attirer et de contacter énormément de jeunes. Et ça a donné des résultats extrêmement intéressants. Par exemple, des associations étudiantes dans les universités qui s'organisent pour promouvoir l'économie sociale et solidaire dans les universités, autant dans le curriculum d'exiger des professeurs, par exemple, dans les écoles de gestion, qu'on enseigne l'économie collective, l'entrepreneuriat collectif et pas uniquement le modèle néolibéral, mais aussi, nous avons dans certaines universités et maintenant, plusieurs universités, des associations étudiantes qui investissent, par exemple, pour répondre à leurs besoins à Concordia, une université importante de Montréal. L'association étudiante a pris l'engagement et prend en charge tous les services alimentaires sous forme d'économie sociale et solidaire. Nous avons des jeunes issus du mouvement étudiant qui ont créé même un fonds pour investir et construire, et ils sont en train de construire des bâtiments un peu partout au Québec, de coopératives de résidence étudiante. Donc, nous voyons qu'il y a énormément d'initiatives et plus récemment, et je reviendrai dans mon deuxième intervention, sur le transfert de connaissances. C'est sûr qu'il y a des défis et je vais y aller très rapidement. Comme le professeur Correggio a dit, l'enjeu dans un premier temps qu'on travaille dans l'éducation, c'est l'importance de déconstruire les analyses néolibérales, des curricula qui impriment une vision qui n'est pas la nôtre et d'arriver à ce qu'on puisse avoir vraiment une vision dans nos départements de gestion, d'économie, d'ingénierie, d'un peu partout, une vision qui est basée sur l'économie sociale et solidaire et les valeurs. L'autre élément, évidemment, c'est de faire en sorte que quand les chercheurs font des recherches, on puisse faire en sorte que ces recherches soient utiles pour changer et transformer nos milieux de vie, pour changer nos pratiques. Et ça ne se fait pas, ça se fait seulement si on est capable de collaborer et coproduire. Et finalement,
l'enjeu, c'est de s'assurer, comme je disais, c'est que l'économie sociale et solidaire dans les institutions d'enseignement et de recherche ne soit pas limitée aux sciences sociales, mais qu'il soit transversale dans toutes les disciplines parce que l'enjeu, c'est de transformer le paradigme, de transformer la société. Et donc, ce n'est pas un enjeu de travail social, c'est un enjeu de toutes les disciplines, dans toutes les sciences, qu'elles soient sociales ou physiques. Alors, tout ça pour dire que pour moi, l'enjeu de l'éducation, c'est fondamental dans la construction du mouvement et il faut s'y prendre de plusieurs manières. Je vais arrêter là. Merci, Nancy. Je passe maintenant la parole à Khaled Maguil et nous allons terminer donc la première ronde. Ensuite, nous reviendrons pour donner la parole aux participants à nouveau. À toi, Karen. Merci beaucoup, c'est un véritable plaisir d'être ici avec vous. Je suis désolée de ne pas avoir pu être à Mexico, mais au moins dans notre groupe de 150 pays, nous avons pu nous connecter et participer, même si ce n'est pas en personne. Je crois que c'est un thème très intéressant depuis la perspective pour dire que l'économie sociale et solidaire concerne les personnes, les êtres humains. Et il faut changer la base sociale de notre mentalité et il me semble important de me concentrer sur les aspects spécifiques de comment cela est utile, comme l'a dit notre collègue dans l'intervention. Je peux parler aussi de comment la science et la technologie peuvent être bénéficiées par les perspectives de l'économie sociale et solidaire. Moi, je travaille dans l'organisation, dans une organisation qui a son siège à Paris. Et d'ailleurs, ça recouvre aussi le continent américain, l'Asie. Et nous nous sommes concentrés ces 25 dernières années sur l'économie sociale et solidaire parce que c'est une économie qui a des bases locales. Il nous semble que ces initiatives doivent vraiment commencer de la base vers le haut pour que le développement local s'accélère de manière globale. Voilà quelle est l'approche de l'OCDE dans ce domaine. Mais quelques personnes ici ont parlé de l'importance de changer des perspectives. Et ce que nous avons constaté, c'est que dans les pays membres, l'économie sociale et solidaire passe d'être quelque chose de marginalisé à quelque chose de plus généralisé. Cela devient quelque chose de plus en plus important dans les agendas politiques. Et ça commence à créer des changements au niveau éducatif. Il y a peut-être deux domaines où il peut y avoir des améliorations. Les autres ont déjà mentionné ça. Les jeunes, les générations les plus récentes ont souligné qu'il faudrait donner plus d'importance aux valeurs de l'économie sociale et solidaire. 2/3 des jeunes dans ces études ont dit qu'ils souhaiteraient, dans leur vie professionnelle, de travailler dans des institutions faisant face aux défis environnementaux et sociaux. Cela a donc des conséquences dans la manière dont on pense au système éducatif. Surtout lorsqu'il s'agit d'entrepreneuriat, d'initiatives entrepreneuriales, des affaires en général. L'on doit inclure l'économie sociale et solidaire dans ce cas-là. Et donc, il faudra des habiletés différentes à celles qui avaient été envisagées pour l'éducation précoce et supérieure. Dans le cas de l'éducation précoce, j'aimerais souligner ce qu'ont dit les autres intervenants et l'OCDE est d'accord avec ce message. Et c'est l'importance des habiletés sociales, émotionnelles, l'importance de l'empathie qui ont de plus en plus d'importance dans notre travail, dans notre éducation. Nous, on a analysé ces nouvelles habiletés qui sont nécessaires dans le marché de l'emploi actuellement. Et ce sont justement là les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et dans l'économie en général, l'on a identifié
identifié beaucoup de manières de renforcer, de consolider ces valeurs dans le système éducatif. Nous avons également trouvé des exemples d'économie sociale et solidaire avec des entités qui coopèrent avec les autorités pour promouvoir ce type de valeurs. Je pourrais vous en donner un exemple. En France, on a fait un travail avec les écoles primaires pour parler des coopératives. Ils apprennent aux enfants comment faire des coopératives. Ailleurs, il y a plus d'alliances publiques-privées, plus de gouvernements qui s'unissent à de nouvelles organisations. Et au Canada, spécifiquement au Québec, il y a beaucoup d'exemples dans ce sens. Et maintenant, il existe un exemple plus large pour l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, l'on parle de plus en plus dans les cercles politiques d'une augmentation pour que ceci fasse partie du système éducatif. Il y a une loi française sur l'économie sociale et solidaire où l'on a créé un conseil supérieur pour ce genre d'économie. Et un de ses objectifs, c'est de promouvoir l'initiative entrepreneuriale sociale à travers l'éducation. Un autre exemple est la Croatie, où il existe une stratégie pour le développement d'initiatives entrepreneuriales sociales et où l'on destine une partie du budget à ce genre d'activités. Donc, il y a une énorme quantité d'activités qui ont émergé. Et cette dernière minute, j'aimerais en profiter pour parler également de la science et de la technologie, qui sont importants car la numérisation a des effets positifs et négatifs dans la société. L'économie sociale et solidaire a les opportunités nécessaires pour profiter de la numérisation, de trouver de nouvelles manières de travailler, mais cela a également des implications pour les modèles d'affaires. Depuis une perspective éducative et d'acquisition de nécessités, c'est très important de veiller à ce que les personnes travaillant dans l'économie sociale et solidaire aient les habiletés nécessaires pour pouvoir profiter des nouvelles technologies et des autres outils numériques. D'un point de vue plus général sur la technologie, dans le travail que nous avons réalisé à l'OCDE, nous avons essayé de souligner l'importance des initiatives créées par l'économie sociale et solidaire pour que cela puisse se propager non seulement à travers des systèmes éducatifs, mais même des modèles d'entrepreneuriat. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses qu'il faut travailler. Donc, juste pour compléter ce qu'ont dit les autres intervenants, tous ces thèmes sont également abordés par l'OCDE. Eh bien, merci beaucoup, Karen. Moi, de manière improvisée, je vais faire une espèce de petite conclusion pour chacune des dissertations. Et je m'excuserai si j'omets une partie importante et ensuite je passerai à la deuxième partie. Je souligne ce qu'a dit José Luis Corallo quand il a défini l'économie sociale et solidaire et quand il a ensuite parlé du néolibéralisme et de ses conséquences, pour ensuite, d'une certaine manière, essayer de changer cette situation à travers l'éducation. Il disait qu'il faut tout d'abord déconstruire les subjectivités parce que tout le monde a une charge culturelle importante qui constitue un préjugé contre l'économie sociale et solidaire. Donc, déconstruire et ensuite éduquer. Dans le cas de Action Law, il a parlé en dernière instance, il a dit qu'en dernière instance, pour qu'il y ait un changement à l'économie, un changement lié à l'économie sociale, il faut non seulement la passion des convaincus, mais également des capitaux qui, d'une certaine manière, c'est-à-dire des capitaux humains, des ressources humaines et des ressources matérielles, partant de l'idée que ce qu'il faudrait faire, c'est une éducation holistique, socio-émotionnelle, et à partir de là, il faudrait construire la société d'une manière différente. Et l'on pourrait souligner la réalité de l'Asie dans ce sens.
Nancy a fait référence à tout ceci et elle a centralisé la thématique dans l'expérience du Québec, très importante dans le monde entier. Comme exemple, et elle a souligné l'importance des progrès qui ont été faits pour résoudre des questions concrètes. Et elle a contrasté ça avec des recherches trop abstraites qui ne nous poussent pas à changer quelque chose. Donc, il faut faire des recherches pour résoudre des nécessités dans des lieux concrets. Et pour cela, on a besoin du soutien des politiques publiques. Et dans le cas de Karen, à partir de son expérience dans l'OCDE et dans tous les pays du monde où il travaille, elle voit une croissance importante de l'économie sociale, non seulement depuis les espaces marginaux, comme toujours, comme ça a toujours été le cas, mais déjà dans des espaces importants de l'économie. Et elle dit que cette réalité commence à modifier les politiques publiques. L'avantage étant que les jeunes commencent à avoir envie de travailler dans des lieux où l'on fera face à des défis sociaux et environnementaux. Et pour travailler dans ces espaces, on revient là au début, on a besoin d'un changement dans la subjectivité des personnes où l'on valorisera la personne par-dessus le capital. Donc, les personnes d'abord. Ceci ayant été dit, et je m'excuse par avance si j'ai mal compris quelque chose, nous allons passer à la deuxième ronde et je vais lire la question importante ou qui va orienter la discussion pour cette partie. La question est la suivante. Quelles seront les actions ou les stratégies des personnes, gouvernements, groupes, sociétés ou pays pour parvenir à un monde meilleur et plus inclusif? Quelles actions clés doivent être promues au niveau local? José Luis, tu as la parole. Merci beaucoup, Jorge. Depuis la base sociale du système actuel, il faut que l'on multiplie et consolide les diverses formes de l'économie sociale et solidaire. Et dans ce sens, le niveau territorial de cette stratégie est fondamental. Alors que le néolibéralisme pénètre nos sociétés avec la force du marché mondial, dans les territoires doivent se constituer les groupes de producteurs et de consommateurs organisés comme système de production et de distribution et cherchant une autonomie économique et politique. Comme je l'ai dit précédemment, l'action éducative est fondamentale ainsi que la recherche. Une première tâche de la recherche est de enregistrer, étudier et diffuser les expériences de l'économie sociale et solidaire qui normalement sont invisibilisées. La meilleure modalité est la recherche action participative qui intègre les chercheurs à l'économie sociale solidaire. Alors que les propositions de l'économie sociale et solidaire sont bien illustrées avec des exemples qui montrent bien, qui signifient le travail et peuvent résoudre les nécessités, là, on commencera à s'intéresser par ces principes et on voudra commencer à y participer de manière active. L'économie sociale et solidaire se fonde sur la proximité locale, mais pour construire un système d'économie sociale et solidaire mettant en échec le capital, il faut augmenter l'échelle. Par exemple, les programmateurs ont inventé Linux qui pouvait être accessible gratuitement et c'est cela qui a fait un contrepoids à Microsoft. Mais nous avons encore un déficit si nous voulons atteindre l'échelle nécessaire pour que l'économie sociale et solidaire se développe véritablement. Les universités doivent descendre vers le terrain, le soutien technologique doit être là et accompagner tous les processus locaux, régionaux et nationaux qui font face à des problèmes
pratique. Il faut que les organismes qui financent les recherches et les universités comprennent l'importance de ce problème. Par ailleurs, les processus technologiques ne peuvent pas être victimes des brevets, ce qui confirme encore une fois l'importance de l'économie sociale et solidaire face au néolibéralisme. Par ailleurs, les universités, la science et la technologie ne sont pas les seuls moyens de connaissance. Les connaissances ancestrales, les connaissances pratiques des travailleurs doivent se combiner avec les connaissances objectivement de la science, comme par exemple dans l'agroécologie. Cela exige donc de valoriser la richesse de la connaissance de la population. On ne peut pas se fonder sur la demande et l'offre parce que ce qu'on échange, c'est des choses qui exigent des valeurs humaines de réciprocité plutôt que les valeurs de marché. Et ces relations sont plus fortes si nous sommes dans la proximité lorsque l'on construit une coopération libre de néolibéralisme construite au niveau national. Et tout cela, tous ces processus prendra peut-être 20 ou 30 ans, mais l'industrialisation a également pris du temps. Ce n'est pas là un problème technique, c'est un problème politique. Le monde mondialisé a besoin d'alliances entre des pays qui suivent les mêmes processus, comme cela a été tenté avec UNASUR au début de ce siècle. Et dans ce sens, il faut consolider un État non seulement démocratique, mais l'action et la force de mouvements collectifs comme le féminisme, le mouvement d'éducation populaire, les mouvements des paysans, des jeunes, etc. Toutes les luttes contre la mondialisation. Maintenant, une fois que la pandémie sera passée, le Forum social mondial doit reprendre sa force qu'elle avait au début du siècle pour faire un contrepoids à Davos. Et l'économie sociale et solidaire doit figurer parmi ses priorités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, José Luis. Patienlo, je t'invite à nous adresser quelques paroles. Tu as le micro. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'entendre le professeur et ses commentaires. Il me semble qu'en Asie, il y aura des stratégies qui vont être très importantes pour les mouvements autochtones, par exemple. Et dans d'autres pays d'Asie, on cherchera également une plus grande inclusion. En premier lieu, la technologie doit être reconnue comme un facteur autonomisant dans l'Asie post-pandémie. Mais par ailleurs, il est très important de lutter contre les brèches numériques. Nous devons soutenir, bien sûr, le développement de compétences pour les jeunes, pour qu'ils connaissent les initiatives entrepreneuriales numériques. Il faut donc leur donner les outils pour cela. En Asie, nous avons des entreprises numériques qui cotisent en bourse. Cette entreprise a investi en Indonésie ou ailleurs en Asie pour promouvoir ce genre d'outils. Il faut dire que dans cette région du monde, les chiffres ne racontent pas l'histoire complète parce que même si l'on voit un grand taux de pénétration des dispositifs numériques, il y a quand même une brèche. L'accès à Internet, les dispositifs sont insuffisants, l'accès à Internet est instable, il y a des communautés qui n'ont pas accès aux aides du gouvernement. Et donc, il est très important que l'économie sociale et solidaire puisse répondre de manière agile à toutes ces nécessités. Par ailleurs, nous voyons MIC, qui est une banque commerciale en Asie et qui a travaillé de très près avec les ONG et les groupes d'ingénieurs pour profiter des ressources volontaires des entreprises. Eh bien, eux, ils réutilisent des ordinateurs qu'ils n'utilisent plus dans leur entreprise. Ils donnent ces ordinateurs pour les écoles. Je pense vraiment que la technologie est
très importante, très autonomisante, mais il faut lutter contre la brèche numérique. Par ailleurs, il faut qu'on soit plus inclusif. Les femmes, les filles, les personnes handicapées doivent être prises en considération. En Asie, en Inde, on a éduqué par les filles, par exemple, ils ont reçu des soutiens internationaux. Ils continuent à travailler sur ce type de projet, mais il y a des manières novatrices pour garantir qu'il y ait un accès égalitaire. Par exemple, AVPN a un premier réseau philanthropique centré sur l'égalité de genre et inclut des personnes d'Asie. L'on représente plusieurs pays qui cherchent plus de résultats pour les filles et les femmes dans des domaines aussi importants que l'éducation. Par ailleurs, nous avons le Fonds d'impact de handicap qui a investi en technologie novatrice et en solutions accessibles pour que rien ne soit un empêchement pour l'accès à ce type de technologie. Voilà quelques exemples qui montrent comment les acteurs de l'économie sociale et solidaire peuvent soutenir ce genre d'initiative. Et finalement, en troisième lieu, je voudrais dire qu'il est important que l'on catalyse l'innovation, l'utilisation des ressources excessives. L'on devrait chercher une manière différente d'utiliser le capital et les ressources. Par exemple, les fonds d'impact. Au Singapour, l'on vient de créer une garantie d'impact social pour développer des habiletés parmi les jeunes. Nous avons des fondations de différents types, des entreprises sociales et même les gouvernements des États peuvent travailler pour que ce genre d'innovation soit possible. Le quatrième point, c'est que la durabilité et le climat constituent également une priorité. L'on doit prendre action et on parle là d'éducation et de recherche. Et donc, il faut que la durabilité soit prise en considération par la recherche et l'éducation. En Asie, nous avons vu également qu'il y a un grand impact sur les victimes des catastrophes naturelles. Dans des pays tels que l'Indonésie, il y a des relations très proches entre l'éducation, le tourisme, l'économie, les affaires étrangères. Tous ces ministères travaillent de très près avec les municipalités, les collectivités territoriales, les institutions académiques, les philanthropiques et les entreprises pour qu'il puisse y avoir un développement inclusif. Et finalement, cela ne va jamais fonctionner si l'on n'autonomise pas la communauté locale. Le gouvernement local et les gouvernements locaux et les municipalités sont très importantes parce que quand l'économie sociale et solidaire se développe à travers les municipalités, on peut attirer les philanthropes, des actions de la société civile et nous devons être préparés pour créer ces nouvelles alliances. Et il y a une grande opportunité pour améliorer notre habileté pour faire cela. Nous l'avons fait dans les programmes d'AVPN parce que ceux qui sont responsables des politiques, ils ont travaillé également avec de différents acteurs. Par exemple, la société Toyota s'est engagée en faveur du développement économique et social de l'Asie-Pacifique. Ils se sont engagés auprès des Nations Unies. Ce n'est que le début. Les gouvernements municipaux ou locaux peuvent augmenter leur importance pour le développement de leur pays. Les gouvernements locaux participent de plus en plus, les maires, et on crée des alliances avec de nouveaux acteurs comme les institutions académiques et de nouvelles entreprises qui peuvent s'investir. Merci beaucoup. Merci, Patian. Nous avons quelques minutes disponibles à cause de l'absence d'une de nos invités, donc nous disposons d'un temps légèrement plus long. Merci, Patian. Nancy, je te cède la parole.
À toi. Oui, bonjour. Alors, quoi faire par rapport à ces défis? C'est clair, comme dans tout ce qu'on veut faire, c'est de transformer notre société. Moi, je pense qu'il faut toujours s'appuyer sur la mobilisation de nos jeunes, la mobilisation de nos mouvements sociaux, mais particulièrement les étudiants, je pense au Canada, mais partout dans le monde, nos jeunes sont préoccupés par l'enjeu de l'environnement, de l'avenir de la planète, des inégalités sociales. Et donc, on a des cas dans les universités, dans les milieux d'enseignement, je pense que c'est extrêmement important que les mouvements d'économie sociale s'allient avec les leaders étudiants, etc. Et on continue à mettre pression sur nos institutions et nos gouvernements. Alors, ça, c'est une base de toute construction, je crois, de notre mouvement. Mais il y a aussi, en termes de politique publique, un des enjeux qui a été vraiment notre cheval de bataille pendant des années et qui nous ont vraiment fait avancer, c'est d'insister auprès des gouvernements et des institutions qui appuient l'innovation. Parce que le discours sur l'innovation depuis des décennies est autour de l'innovation technologique. Et des millions, si pas des milliards de dollars dans les pays industrialisés, tout au moins, sont donnés à l'entreprise privée et des chercheurs pour développer des nouvelles inventions technologiques et les transférer pour les commercialiser et accroître les ventes de nos entreprises privées. Et nous, on s'est battu pendant des années pour faire reconnaître que les besoins de notre société ne sont pas exclusivement, et même au contraire, des nouvelles patentes technologiques, mais ce sont des innovations sociales, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'être ensemble qui est essentiel. Et ça méritait des investissements autant que l'innovation technologique. Je ne peux pas dire que nous avons gagné complètement cette bataille-là, mais la journée que nous avons pu faire reconnaître l'innovation sociale dans la politique scientifique, ça ouvert énormément des portes et notamment, nous avons insisté sur l'importance de pouvoir avoir des ressources pour le transfert. Autant on finance les transferts des innovations technologiques vers les entreprises commerciales pour l'exportation et l'enrichissement de certains individus, autant l'innovation sociale, les nouvelles façons de vivre ensemble, de produire ensemble, et évidemment, l'économie sociale et solidaire est au cœur de cela. C'est extrêmement important. Et finalement, ce que ça nous a permis de faire, c'est de créer même une organisation qui dédie exclusivement au transfert des connaissances, de faire des liaisons et de faire en sorte que ça soit une petite entreprise dans une communauté pauvre qui développe quelque chose d'intéressant qui pourra servir et inspirer d'autres. On peut apprendre de ce qui se fait en Argentine, au Brésil, au Sénégal ou en Europe et apprendre ces transferts de connaissances. Donc, pour moi, une des choses sur lesquelles on se doit d'insister sur cette question de soutien à l'innovation sociale, mais aussi à l'étude de ces innovations-là et surtout au transfert. Et ces transferts, ils doivent se faire pas juste dans un milieu académique, mais de toutes sortes de manières. Nous avons des alliances avec des acteurs culturels, avec des artistes, avec des enseignants dans les écoles primaires, secondaires, mais aussi dans toutes sortes de manières de faire en sorte que ces connaissances qui sont acquises et qui viennent de la pratique des acteurs d'économie sociale et solidaire puissent être partagées. Et pour moi, ça, c'est un enjeu et un rôle des institutions d'enseignement, mais aussi des mouvements de la société civile et le travail qui doit se faire en collaboration. Troisième chose, je dirais, c'est cet enjeu de faire en sorte que dans nos institutions, on reconnaît l'importance pour les professeurs d'investir du temps sur le terrain avec les acteurs et en contrepartie aussi, on reconnaît le temps que les acteurs doivent investir dans cette collaboration avec les milieux de la recherche et de l'enseignement pour faire avancer cette vision d'économie sociale et l'imprégner et l'institutionnaliser dans nos institutions d'enseignement. Alors, je vais donner juste un petit exemple, quelque chose qui, pour moi, illustre comment on peut arriver à faire toutes ces choses-là. C'est quoi? Au Canada, on est un des seuls pays de l'OCDE qui n'a pas de programme de repas dans les écoles de midi pour les enfants. Et donc, le mouvement d'économie sociale des acteurs auprès de l'enfance ont décidé de prendre l'initiative de commencer à construire des initiatives d'économie sociale
qui offre des repas accessibles pour les élèves dans les écoles un peu partout. Mais ce qu'ils ont fait en certains cas en plus, c'est d'impliquer les élèves dans les écoles primaires et secondaires à faire partie de la production de ces repas-là dans une forme de coopérative ou d'entreprise d'économie sociale et solidaire. Donc, de vivre l'expérience, de répondre à un besoin, d'être un entrepreneur en collectif aux besoins de la communauté. Et donc, on institutionnalise et on pratique l'économie sociale dans l'action même de nourrir nos élèves, mais aussi comme étudiants, nos co-étudiants. Donc, je pense que pour moi, c'est cet enjeu extrêmement important et autant au niveau de la politique publique que la mobilisation de la société civile, il y a énormément de choses qu'on doit continuer à faire pour rendre pratique et transformer la manière qu'on enseigne l'économie, le développement dans nos institutions d'enseignement. Merci. Muchas gracias, Nancy, por tus palabras. Merci beaucoup, Nancy. Finalizando esta segunda ronda. Pour finir avec cette troisième ronde, je vais donner la parole à Karen. Karen Maguire, s'il te plaît. Great, thanks. Maybe a first point. Merci beaucoup. Especially Un premier point as a result of COVID is a que nous political avons pu observer suite à la pandémie, c'est que le discours politique parle de reconstruction, de rebâtir le monde d'une meilleure manière. Et de nombreux pays créent des mesures de récupération après la pandémie en mettant l'accent sur l'économie sociale et solidaire pour faire ce que Nancy disait, nous baser sur la transformation, partir de la transformation en reconnaissant que l'économie sociale n'a pas seulement à voir avec la réparation ou d'ajuster des problèmes spécifiques, mais dire qu'en réalité, cette économie a une fonction qui permet de viser d'autres objectifs beaucoup plus larges pour transformer différents domaines et qui ont à voir avec l'environnement, la société, etc. C'est une tendance que nous observons et qui nous présente des occasions intéressantes au niveau local. Nous voyons aussi comment sont créés des fonds nationaux pour soutenir ce type d'idées. On est en train de voir comment l'économie sociale et solidaire a une capacité de créer de la résilience dans nos économies et nos sociétés. C'est un domaine dont on a beaucoup parlé par rapport à la création d'emplois, parce que les activités d'économie sociale et solidaire parviennent habituellement à conserver des emplois mieux que d'autres modèles d'économie. C'est quelque chose qui est reconnu, mais en même temps, on reconnaît aussi que ce concept doit être inclus dans tous les secteurs de la société. Alors, je crois que nous assistons aujourd'hui à un changement du discours politique après la pandémie et des changements qui y sont associés. Un deuxième point important, c'est que avant même le début de la pandémie de COVID-19, beaucoup de gouvernements avaient commencé à appliquer des stratégies de développement local et régional qui visaient l'économie sociale et solidaire et qui en faisaient une partie intégrante de leurs actions. Nous avons vu beaucoup de documents relatifs à ce que font des régions et des pays, et dans de nombreux cas, cela est devenu une partie intégrante des stratégies de rénovation. Le financement de l'innovation, surtout l'innovation sociale, ce dont vous parliez auparavant. On a parlé aussi de l'importance d'aborder certains des problèmes spécifiques du marché du travail, de développer une plus grande capacité, une plus forte formation vocationnelle pour les gens qui ont du mal à entrer sur le marché du travail. Les considérations liées à l'environnement, on a beaucoup parlé de l'importance du développement local pour résoudre les problèmes environnementaux. Il y a aussi des stratégies qui ont à voir avec une vision plus holistique que les gouvernements de nos pays sont en train d'adopter pour promouvoir l'économie sociale et solidaire. Peut-être un troisième point à souligner, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, comment peut-on améliorer le soutien à ce contexte tellement fertile dont je suis en train de parler
pour rentabiliser les efforts d'économie sociale et solidaire, pour en faire un outil de transformation, comme nous le disions auparavant. Dans l'OCDE, nous avons développé des outils, des boîtes à outils que beaucoup de villes et de régions peuvent utiliser pour étudier des écosystèmes d'innovation et voir comment on peut mettre à profit l'environnement pour avoir davantage d'innovation sociale. Il y a beaucoup d'informations relatives au soutien à différents modèles d'entrepreneuriat. On souligne l'importance d'établir des diagnostics des écosystèmes locaux pour identifier qu'est-ce qui peut être encore fait de mieux pour chaque localité et chaque région. Dans certains domaines, on s'intéresse aussi aux politiques d'acquisition, le financement, l'éducation, surtout dans le cadre de la société civile. Et je crois que, comme vous aurez pu le voir, beaucoup de projets pilotes peuvent encore se développer et peuvent atteindre quelque chose de national. Nous voyons un intérêt croissant de la part des gouvernements de promouvoir ces expériences sociales. Bueno, muchas gracias, Karen, por tus palabras. Eh bien, merci, Karen, de Anterior de hacer l'intervention. Je vais essayer, comme tout à l'heure, de présenter une synthèse de ce que vous avez proposé. José Luis a parlé de l'importance de générer une autarcie économique locale, de travailler du bas vers le haut, depuis les universités, en les faisant participer à des projets de recherche-action sur place, en contexte, pour améliorer la situation. Et essayer ensuite de s'intégrer à différentes échelles pour atteindre une plus grande échelle et faire face aux défis de la mondialisation. Donc, mondialiser la solidarité, ce serait une sorte de conclusion. Dans le cas de Patian, que los gobiernos locales se empoderen. Aux gouvernements locaux Es muy importante avoir en la une plus zona forte agentivité, surtout dans la zone, la région asiatique, pour résoudre le fossé numérique, pour faire en sorte que dès le plus jeune âge, les jeunes aient accès, un accès équitatif aux technologies qu'on a à voir avec l'éducation. Et à partir de cela, considérer des stratégies inclusives, el fenómeno de la salud mental. Des questions comme le handicap, la santé environnementale, la question des filles en Inde, avec des stratégies d'intégration, etc. Nancy, pour sa part, es necesario apoyarse a en la souligné qu'il est important de prendre appui sur les mobilisations sociales, surtout les jeunes, qui exigent une modification structurelle, et cela a à voir avec l'environnement, la préservation de l'environnement, et aussi résoudre la question des inégalités pour que l'éducation accompagne cet essor donné par les jeunes à travers les universités, et pour faire en sorte que les politiques publiques reconnaissent les innovations sociales et pas seulement les innovations technologiques, les brevets des grandes entreprises qui ont reçu le soutien de ressources publiques, mais qui ensuite sont mises à profit uniquement à des fins privées. Et faire en sorte que les expériences locales puissent être transférées. Il y a un proverbe qui dit que dans les universités, on transmet les billes. On transmet bien, mais on transfère mal. Transférer, c'est l'application concrète de la connaissance. Je pense que c'est ce que Nancy a souligné. Au lieu de se contenter de transmettre, qui est justement de faire uniquement une petite communication, écrire un livre, c'est très utile, mais cela ne fait que transmettre. Et il faut penser au transfert. Je pense que dans la traduction, on peut déjà faire cette distinction entre transmission et transfert. Dans le cas de Karen, elle se pose la question, parle-t-on de la reconstruction du monde? Alors, s'agit-il de reconstruire et de réparer, de faire revenir à la situation précédente?
ce serait ne pas prendre en compte que cette crise est une opportunité pour l'économie sociale, pour transformer l'économie sociale. On dit aussi a lo mejor un tanto que dans certains milieux un peu bohèmes, on dit que pendant la pandémie, le solidaire est plus solidaire et l'égoïste est plus égoïste. veremos qué es el resultado. Por de pronto, Alors, il faudra attendre pour voir les résultats, mais pour l'instant, dans l'espace de l'économie sociale, personne ne veut revenir à la situation préalable. Et c'est quelque chose qui est perceptible dans les différentes communications que nous avons entendues jusqu'à présent. yo voy a dar la palabra en Je el vais mismo maintenant donner la parole dans le même ordre pendant 2 à 3 minutes pour que chacun puisse présenter ses propres conclusions et pour faire en quelque sorte que ces conclusions ne soient pas commentées, parce qu'en quelque sorte, c'est déjà les conclusions. Je n'oserais pas, moi, réinterpréter les conclusions. Donc, José Luis, je t'invite à prendre la parole. Bueno, gracias Jorge, después de haber escuchado. Merci, Jorge. Après avoir entendu les interventions tellement intéressantes de mes camarades de panel, ¿Cómo usar estos minutos? comment je pourrais utiliser ces quelques minutes? Je souhaiterais dire que je parle depuis l'Amérique latine. Desde Et la donc, situación generalizada, depuis la situation généralisée selon laquelle nous sommes des pays périphériques dans le système capitaliste, una crisis qui est en train irreversible de vivre une crise irréversible de perte de capacité d'intégration sociale de la part du capitalisme en ce qui concerne le travail. Il y a des taux très élevés de chômage, des taux élevés d'informalité. Mon pays, qui avait un revenu moyen au niveau mondial, a atteint aujourd'hui plus de la moitié du taux de pauvreté, surtout chez les enfants. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va résoudre avec juste des programmes d'assistance, d'aide sociale, ni avec des programmes d'entrepreneuriat ou avec l'accumulation de programmes, on pourrait atteindre un autre système. Ici, il est incontournable de penser à une question politique qui exige une vision politique de la transformation, comme Karen l'a déjà dit. Il s'agit de reconstruire et pas simplement d'apporter des palliatifs à la situation. Aujourd'hui, nous affrontons le choix. S'agit-il de survivre uniquement ou de transformer, de faire un effort de transformation qui implique un affrontement politique avec le modèle dominant? Un exemple récent que nous pouvons prendre en compte, c'est celui du Chili, où la société semblait tranquille, passive, après des décennies de néolibéralisme, et tout d'un coup, il y a eu une explosion. On a vu émerger le désaccord face à la manière dont l'État était en train de gérer les services publics, l'éducation, l'emploi. Le Chili, aujourd'hui, a lancé une action de constitution pour changer le pays. En Colombie, dans d'autres pays, nous assistons à beaucoup de mouvements dans ce sens. Nous pensons, et ce sera là mon mot de la fin, nous avons un déficit de démocratie. En termes d'éducation, il ne s'agit pas de transférer la connaissance, comme on le disait, les modalités de transfert. Il s'agit d'établir un dialogue de savoir, une traduction des savoirs, comme Boaventura de Sousa Santos l'a déjà dit, entre les savoirs ancestraux, les savoirs historiques, les savoirs pratiques des travailleurs et des travailleuses et des propositions qui proviennent du monde scientifique. Je pense que c'est là le défi très important que nous devons affronter. Merci. Muy bien, gracias José Luis. Merci José Luis. Patian, s'il te plaît, des conclusions. Thank you very much, everybody. Merci beaucoup. It is difficult to conclude because I feel like we are still at the beginning of the J'ai du mal à trouver une conclusion parce que je pense que nous ne faisons que commencer cette traversée. Mais il est important de reconnaître because not only did we que la pandémie du COVID-19
est un point de départ. On n'est pas uniquement en train d'affronter les défis de la crise qu'elle nous a apportés, mais nous sommes forcés à répondre, à être résilients dans tous les sens, pas seulement pour les gouvernements, mais pour tous les secteurs de la société. Cela nous permet d'entrevoir un monde d'opportunités. Comment avoir davantage d'impact? C'est là la leçon que nous devons tirer de la pandémie. Depuis la perspective asiatique, nous avons été les premiers pays à avoir été affectés par la pandémie et nous avons été aussi les premiers pays à souffrir les vagues qui s'en sont suivies. Et nous commençons à ressentir les implications sur le long terme de la pandémie sur nos jeunes et dans tous les domaines de la société. Tout au long de notre région, nous avons vu apparaître différents modèles de réouverture des économies, de soutien aux différentes couches sociales des communautés. Et parmi tous les changements, moi, à vrai dire, je suis très optimiste à Singapour, au centre de notre région. Et pourquoi je me sens optimiste? Parce que je me souviens qu'il y a 2 ans, en 2019, la dernière fois où j'ai pu être à Mexico en personne, j'étais là avec vous et aujourd'hui, je suis là à travers une plateforme virtuelle. Je suis là à Singapour. Cela nous parle des passerelles qu'on a pu tendre, d'une nouvelle interconnexion qui n'était pas possible avant la pandémie. Alors, je crois que cela nous montre les opportunités qui s'ouvrent devant nous. Je crois que les formes traditionnelles d'éducation, de financement, des liens entre l'académie, la recherche et le reste des secteurs doivent se transformer, comme l'ont déjà souligné tous les intervenants et intervenantes. Comment les concepts d'économie sociale et solidaire peuvent nous conduire à une transformation? Je crois que ça, c'est la grande question à laquelle nous devons répondre. À AVPN, on observe qu'il y a de nombreuses formes d'apprentissage pour les différents acteurs de l'économie sociale et solidaire. Au niveau communautaire, on assiste à l'émergence de programmes et d'opportunités pour former, pour améliorer l'éducation, surtout au niveau des petits entrepreneurs, avec le soutien public et privé. Au niveau du financement des investisseurs, il faut davantage de formation sur la durabilité. Et au niveau des professionnels, nous reconnaissons que les défis que la pandémie nous a amenés à reconnaître nous permettent d'apprendre aussi en traversant des frontières. On peut partager des connaissances dans le monde entier. On le voit davantage que jamais, davantage qu'avant. En Amérique latine, on peut partager des expériences, partager des connaissances pour faire en sorte qu'il y ait davantage d'apprentissage globaux. C'est ce que la pandémie a rendu possible d'une certaine façon. J'ai l'impression que même si nous avons dû prendre distance physiquement, ironiquement, la pandémie a permis de briser des frontières en termes d'innovation. On a fait tomber des barrières entre les pays. Je pense que ça va continuer. L'année prochaine, par exemple, en Asie, en Indonésie, il y aura des réunions en Asie et on pourra à nouveau voir comment le monde prouve sa résilience. Et tel que le forum GSEF d'aujourd'hui, on va continuer à promouvoir l'économie sociale et solidaire pour faire en sorte d'obtenir de mieux en mieux. Merci, Patiane. Nancy, c'est quelques minutes de conclusion. Merci. Nancy, des minutes de conclusion, nous t'écoutons. Oui, je vais essayer d'aller très rapidement. Bon, je crois qu'une autre personne a mentionné à quel point on est dans un moment d'histoire où l'avenir même de notre planète est menacé et comment, si on écoute les experts du GIEC, ils disent clairement qu'on ne réglera pas le problème environnemental si on ne règle pas, si on ne change pas le modèle de développement économique. Alors, je crois que autant pour les inégalités sociales que sur le défi écologique, c'est tellement important d'investir dans la transformation de l'enseignement de nos futurs leaders. Et j'attire particulièrement l'attention sur l'enjeu de comment on enseigne l'économie dans les universités. Vous savez, même l'OCDE et l'FMI reconnaissent que
la théorie du trickle-down effect, du ruissellement qui disait qu'il fallait laisser le privé créer la richesse qui allait coller tranquillement vers le bas. On a bien vu que ça n'a pas fonctionné, en plus de créer des dommages terribles pour l'environnement. Et pourtant, encore dans nos départements d'économie, on continue à enseigner l'économie dans une vision néolibérale, on continue à promouvoir dans la gestion vers le privé. Et donc, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que, si on veut vraiment cette transformation, d'investir beaucoup pour voir comment nos institutions, que les curriculums, etc., on doit transformer la façon qu'on enseigne des choses et qu'on prépare nos futurs leaders. Donc, ça, c'est au niveau peut-être des intellectuels ou des gens qui sont dans ces milieux-là. Puis en même temps, et je pense que c'est un rôle important pour le G7, c'est l'apprentissage l'un de l'autre, comme était mentionné dans le transfert, pas juste la transmission, mais le transfert des connaissances qui viennent, dans le fond, du milieu, qui viennent des populations, des collectivités qui trouvent des réponses. On se doit d'investir. Cette conférence du G7 est une occasion pour le faire, mais c'est quelque chose dans lequel on se doit, tout le monde, je crois, d'investir pour apprendre des meilleurs et accélérer ces transformations qu'on doit voir dans notre société pour l'avenir de la planète et l'avenir de l'être humain. Et finalement, je dirais, comme j'ai dit au début, l'enjeu, c'est d'investir dans les jeunes. Je pense qu'au G7, comme ailleurs, les jeunes sont exprimés. Ils ont dit qu'ils voulaient prendre leur place pleinement. Je crois que ça a été un cri de cœur qui a été lancé à Bilbao, qui continue aujourd'hui. Et j'espère et je crois que si on investit dans notre jeunesse et qu'on leur laisse toute la place pour nous pousser encore plus loin, on va aller plus loin et plus vite. Et donc, tout ça vient ensemble. Et pourquoi cette thématique, je remercie le G7 d'avoir pris la thématique de l'éducation et de la recherche comme un des thèmes importants pour le G7, mais aussi pour l'avenir de nos sociétés. Merci. Muchas gracias. Karen, tus minutos. Adelante. Great, Karen, thanks. tes minutes. Maybe just a couple points Merci. Je voudrais seulement mentionner deux questions importantes en relation avec les actions que nous pouvons prendre. Par exemple, dans l'OCDE ou dans d'autres organisations qui créent des statistiques, des outils qui ensuite pourraient avoir une application dans le monde entier. Le premier point est le suivant. Nous avons de très mauvaises statistiques dans le monde. Nous ne savons pas exactement la taille, l'envergure de l'économie sociale et solidaire, le PIB que ça représente. Alors, une partie importante de promouvoir l'économie sociale et solidaire, c'est de créer plus de conscience pour les créateurs de politiques et les autorités, comprennent le potentiel qui est là et qui sera assez important pour l'avenir. Le deuxième point concerne l'importance de la sensibilisation quant aux barrières ou aux obstacles auxquels doivent faire face les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Des barrières à la croissance. En apportant une solution à ces barrières, nous verrons surgir de nouveaux acteurs d'économie sociale et solidaire. Avec le soutien de la Commission, nous faisons en ce moment des manuels sur les cadres régulatoires et d'autres informations qui permettent de mieux comprendre ces défis, comme par exemple l'accès au financement, des obstacles assez fréquents pour tous les acteurs dans l'économie sociale et solidaire. Un autre domaine qu'il faut connaître, à mon avis, c'est la mesure de l'impact social. Il existe de nombreux outils dans ce sens, mais il me semble que l'on peut encore faire mieux. Les modèles qui permettent d'évaluer l'impact social et qui sont si importants pour comprendre l'importance des actions de l'économie sociale et solidaire sont parfois ignorés. Ces données sont
souvent ignorées. On ne sait pas exactement ce qui se passe au niveau de l'autonomisation des communautés. Tout cela parce que les mesures sont difficiles. Donc, il est important d'utiliser les outils qui existent déjà et être conscient de toutes les actions qui sont en train de se développer dans l'économie sociale et solidaire. Et peut-être que le dernier point que je mentionnerai quant à l'apprentissage transfrontalier dont parlait Patien, eh bien, comme il existe tant d'approches au niveau international, le fait d'avoir ces espaces d'échange pour passer du local au mondial, ces espaces sont très importants pour qu'il y ait même un commerce entre les différents acteurs de l'économie sociale et solidaire. Nous avons des alliances, des consortiums permettant l'apprentissage à travers les pays pour apprendre les uns les autres des nouveaux modèles. Tout cela grâce aux approches qui ont été mises en œuvre dans les autres pays. Il y a beaucoup de choses à faire, surtout pour nous qui cherchons à promouvoir l'économie sociale et solidaire. Et nous devons continuer à convaincre les autorités publiques, non seulement dans les ministères responsables de l'économie sociale et solidaire, mais même dans d'autres ministères tels que le ministère de la Santé, l'économie, tous ces autres ministères qui découlent de l'économie sociale et solidaire. Comme cela, en tant que créateurs de politique, les décideurs pourront prendre des décisions sur des investissements, sachant ce qui a déjà été fait, ce qui a constitué un succès et ce qu'on peut réussir à faire à l'avenir. Donc, il faut vraiment promouvoir l'apprentissage pour promouvoir l'économie sociale et solidaire. Il faut reconnaître les contributions de l'économie sociale et solidaire et les diffuser de plus en plus. Muchas gracias. Eh bien, merci beaucoup pour vos conclusions. Moi, je ne vais pas conclure les conclusions. Moi, à partir de vos conclusions à chacun, moi, je vais apporter ma conclusion à moi. La richesse de l'échange est maintenant claire. Quel dommage que Monica G n'a pas pu se connecter. On aurait aimé entendre l'expérience du réseau des maires du Cameroun. Mais ce qui est clair, c'est que alors que chacun soulignait l'importance du local et chacun parlait d'un endroit bien précis du Canada, d'Amérique latine, d'Asie. Et cependant, par exemple, Karen, d'une manière plus mondiale, même si la généralisation est difficile, elle essayait de sortir une moyenne alors que les moyennes n'existent pas, parce que les moyennes, c'est toujours quelque chose de trompeur. Si moi j'en ai un et quelqu'un d'autre a 9, la moyenne semble être de 5, mais cela n'est pas véritablement représentatif. Donc, dans ce sens, je pense qu'il y a eu une grande richesse dans les commentaires. Je ne sais pas si le temps s'est épuisé, si l'on peut lire une question ou si on s'arrête ici avant de faire la photo de clôture. Est-ce que vous pouvez me répondre? Qu'est-ce que vous me dites depuis le siège? Jorge, les questions sont sur le chat. Est-ce que nous avons du temps pour une question? Je vous partage la question du modérateur. Malheureusement, le temps est trop juste. Bon, il y a des qui attendront une réponse et je vous invite donc pour une photo de routine. Nous allons tous nous mettre ensemble pour une photo et nous allons terminer avec une fermeture, avec une salutation affectueuse pour tout le monde. Deux questions sur le chat que je vais lire.
Je vais lire les deux questions et comme ça, chacun choisira la question à laquelle il veut répondre. Et si ce n'est pas votre thème, eh bien, on laissera ça pour un autre moment. Il y a une question qui dit, l'économie sociale et solidaire est également de l'énergie coopérative durable. Est-ce que c'est aussi de l'économie durable? Et l'autre question, c'est que pensez-vous des économies, des expériences d'économie sociale et solidaire dans les écoles d'éducation précoce, à la primaire, avec les jeunes et dans les espaces d'éducation formelle et non formelle? Donc, dans l'ordre que vous voudrez, vous pouvez lever la main et répondre à une de ces questions ou aux deux. Donc, est-ce que quelqu'un de nos 4 intervenants veut répondre? Patien, tu as levé la main? Oui. Je voudrais simplement répondre à la première question. Cette question concernant est-ce que c'est une énergie coopérative? Je pense que oui, c'est justement ce que c'est. Si l'on pense à ce que Karen disait concernant l'importance de la mesure de l'impact, l'importance de définir l'impact, je pense que ça va devenir la motivation pour qu'il y ait plus d'énergie dans la société et que cette énergie se rassemble pour qu'on collabore de plus en plus. Donc, lorsque nous voyons des acteurs de différents secteurs de la société, des personnes qui ont différentes expériences, qui commencent à travailler en commun, ils mobilisent des expériences, des habiletés. Pour moi, c'est une énergie coopérative. Oui, il existe une énergie coopérative et c'est la base de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup. Karen, tu as levé la main? Oui. Moi, je veux répondre brièvement à la deuxième question concernant l'éducation de base. Je crois que si l'on considère les différentes interventions du panel, il existe un consensus sur l'importance de l'éducation fondamentale et l'importance d'inclure dans cette éducation des éléments de l'économie sociale et solidaire. Non seulement pour l'économie sociale et solidaire, mais parce que c'est des valeurs importantes dans le monde en général et dans le monde du travail en particulier. Il est important de parler d'habileté créative, d'habileté d'entreprise, d'habileté émotionnelle. Et je pense qu'en même temps, toutes ces habiletés peuvent mener vers une économie sociale et solidaire qui progressera, mais aussi à ce qu'il y ait des sociétés plus empathiques. Eh bien, avec ces réponses, on va déclarer terminé ce panel. Moi, je vous remercie énormément pour votre participation, par vos concepts, votre discipline, votre éducation, votre politesse. Vous avez respecté les temps. Nous sommes dans un espace éducatif et donc c'est là une preuve d'éducation. Merci pour toutes les invitations que nous avons reçues. Une salutation depuis l'Argentine. Je cède le micro à nos amis du Mexique. Et moi, j'ai un ordre de la photo habituelle. Donc, je vous prie tous d'allumer vos caméras pour que l'on puisse prendre une photo. Donc, je vous invite à allumer les caméras, s'il vous plaît. Comme ça, on pourra prendre la photo et je cède la parole aux présentateurs mexicains. Bueno, adelante ustedes en el lugar central. Allez-y, siège central. Nous remercions tous ceux qui ont participé à cette activité. Nous continuons à
transmettre en direct depuis le musée José Luis Cuevas. Et je voudrais vous dire qu'il y a toute une série de participants qui sont témoins du fonctionnement de cette économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par plusieurs coopératives, Paola. Hier, nous avons pu parler avec certains parmi eux, je voudrais les mentionner, et faire une invitation pour ceux qui nous accompagnent dans ce musée pour qu'ils connaissent les produits, qu'ils parlent avec eux parce que ce sont des cas de succès très intéressants.